nous parlons de la nutrition et la santé cardiovasculaire. Nous sommes d'un siècle aujourd'hui qui est un siècle où nous avons vraiment beaucoup d'avancées du point de vue scientifique. Et la médecine est vraiment le domaine qui bénéficie beaucoup de ces découvertes scientifiques qui apparaissent partout dans le monde. Mais vous avez des maladies qui chamaillent ces découvertes scientifiques. Et parmi ces maladies, nous avons donc les maladies cardiovasculaires qui caracolent en tête du top 10 des causes de décès dans le monde. Vous remarquerez qu'elles restent loin la première cause de décès dans tous les pays. 17 millions de personnes par an décèdent à cause des maladies cardiovasculaires, alors que nous avons 8,2 millions de décès par an pour les cancers et nous avons 5 millions de décès par an pour cause de diabète. Cependant, nous allons remarquer que parmi les continents, il y a des disparités et on meurt moins de maladies cardiovasculaires en Europe qu'aux États-Unis d'Amérique. Aussi, des disparités aussi entre les pays européens. Un projet de l'OMS nommé Monica révèle qu'on meurt 3 fois plus d'infarctus en Irlande qu'à Toulouse. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les maladies cardiovasculaires et l'alimentation? Vous savez, les maladies cardiovasculaires ont vraiment fait leur apparition juste après la Deuxième Guerre mondiale. On remarque qu'il y a une épidémie de maladies cardiovasculaires et surtout en Amérique, beaucoup en meurent. En Europe aussi. Mais on va remarquer que dans le pourtour méditerranéen, au bord de la Méditerranée, les pays qui sont au bord de la Méditerranée vont connaître moins de mortalité de cette maladie. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? En France aussi, il y a eu moins de décès que partout en Europe occidentale. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? On le verra petit à petit. Alors, donc, tout de suite, quand on remarque cette épidémie de maladies cardiovasculaires, on comprend que la situation a un lien avec l'alimentation. La situation a un lien avec l'alimentation et on va dire que le cholestérol plus tard va être indexé. Y a-t-il un lien? Alors, pour répondre à cette question, Toru Tsumita, directeur du centre gérontologique de Tokyo, répond quand on la lui pose. Il y a vraiment un lien clairement matérialisé au Japon, où on a remarqué une progression effrayante de 30% entre 1950 et 1990. Et la raison, lui, Toru Tsumita dit, que c'est parce que nous nous mettons à manger comme les Américains. C'est évocateur, ça vous laisse penser quand même cette réponse-là, ça vous permet de comprendre un peu petit à petit ce qui va arriver. Alors, puisque nous avons beaucoup d'avancées du point de vue de la science et du point de vue de la médecine, que manque-t-il alors à nos systèmes de santé publique et à nos praticiens pour faire face à ce désastre? Alors, j'ai une réponse ici du docteur Jean-Paul Curté, qui est donc nutrithérapeute et la première personne qui a introduit la nutrithérapie en France et en Europe, parce que c'est lui qui tient l'école dans laquelle j'ai pris mes cours, c'est lui qui tient cette école-là. Le docteur Curté qui a produit donc cet ouvrage en 3 tomes pour les courageux, si vous pouvez vous en procurer. C'est un ouvrage en 3 tomes qui s'appelle la nutrithérapie, base scientifique et pratique médicale. Alors, le docteur Curté, la réponse qu'il donne, c'est que ce soit en prévention ou en co-traitement, fait cruellement défaut l'intégration d'outils basiques, le conseil alimentaire, le diagnostic et la correction des déficits ou surcharges en nutriments, l'assainissement de l'environnement et les techniques de détoxification, le management du stress,
un coaching efficace d'activité physique, les moyens d'optimiser le sommeil, qui tous participent et au processus pathologique et à ceux de la guérison. Donc voilà ce qu'il déclare. Et ceux qui viennent souvent à mes conférences savent que j'aime bien commencer par une petite histoire qui va constituer le filigrane de toute notre communication. Alors, il s'agit ici de l'histoire de Henriette. Je vais vous la lire. Henriette est âgée de 49 ans et consulte au décours d'un infarctus de myocarde ayant motivé une chirurgie de pontage. C'est son deuxième infarctus, le premier étant survenu à l'âge de 43 ans. Les médecins ont immédiatement attribué cet infarctus à son cholestérol, car, selon son témoignage, elle avait une bonne hygiène de vie. En effet, Henriette a pratiqué diverses activités sportives dans sa jeunesse. Elle n'a jamais été en surpoids ou obèse. Elle ne fume pas et son alimentation est plutôt saine selon son propre jugement. Enfin, elle n'est ni diabétique ni hypertendue au moment de son premier infarctus. Un stent avait été mis en place en urgence sur une artère coronaire bouchée à 70%, selon ses dires. Et un traitement médicamenteux a été instauré. Elle a bénéficié d'un programme de réadaptation cardiaque post-infarctus avec un réentraînement progressif à l'exercice physique et de quelques conseils de mode de vie, notamment concernant l'alimentation pour baisser son cholestérol, ce qui était elle avait l'impression que elle connaissait ces choses puisqu'elle les pratiquait déjà. Par la suite, elle a présenté des problèmes musculaires attribués aux statines. Les statines, c'est les médicaments qu'on donne aux personnes pour faire baisser le cholestérol. Donc, elle attribue ces douleurs-là aux statines, mais minimisées par ses médecins qui lui recommandent de ne surtout pas les stopper. De son propre chef, elle fait plusieurs tentatives d'arrêt et de reprise du traitement et conclut que ces statines lui empoisonnent la vie. Au bout de 6 mois, elle décide de les arrêter définitivement, ainsi que tous les autres traitements, notamment l'aspirine et le bêta-bloqueur. Chaque année, les contrôles cardiologiques, notamment les tests d'effort, étaient rassurants. Vous comprenez bien, ces tests d'effort étaient rassurants. Sauf que les médecins se plaignaient de la persistance d'un cholestérol trop élevé, selon eux, et augmentaient la posologie des médicaments anticholestérol. Prescription qu'Henriette suivait très irrégulièrement, effet des symptômes variés provoqués par ces médicaments. Douleurs et fatigue musculaire surtout, qui disparaissaient dès l'arrêt du traitement. Donc, dès qu'elle arrêtait le traitement, ces symptômes disparaissaient. La suite, c'est qu'à l'âge de 49 ans, elle fait un nouvel infarctus et a bénéficié d'une chirurgie de revascularisation myocardique, plusieurs pontages. Henriette reprend consciencieusement les traitements antérieurs, statine, aspirine, bêta-bloqueur, convaincue par les médecins que cette récidive était la conséquence de son indiscipline concernant les médicaments anticholestérol après son premier infarctus. Les doses sont fortes, justifiées selon les médecins par l'existence d'une élévation de son cholestérol qui augmente considérablement les risques de récidive. Et les symptômes musculaires, douleurs et faiblesse qu'elle connaît bien sont de retour. Aux doses des médicaments s'ajoutent aux symptômes musculaires de l'insomnie et des pertes de mémoire. Autre fait nouveau,
l'aspirine lui provoque des douleurs à l'estomac qui cessent à l'arrêt de l'aspirine. Et le bêta-bloqueur qu'elle prend de façon inconstante lui occasionne des grandes fatigues. Elle a l'impression de porter un sac à dos de 50 kilos, dit-elle. Désespérée face à des médecins qui ne l'écoutent pas et, dit-elle, récite un bréviaire pharmaceutique, elle stoppe tout traitement. Et lors de son premier contact avec un médecin ouvert et attentionné, elle ne prend aucun médicament. Elle a l'impression de revivre et son cholestérol total est de 2,9 grammes par litre. Je vais m'arrêter là pour ce récit. C'est un récit c'est un récit qui a été écrit par Michel Delorgeril, un de mes professeurs, dans ce livre qui est Échappé à l'infarctus et l'AVC. Alors, nous arrivons à cet échange-là que j'ai prévu pour le cholestérol, vous le savez. Donc, j'ai lu ça pour que vous puissiez commencer à comprendre l'enjeu. Je vous ai pratiquement à tous envoyé entre-temps le lien d'un film, d'un documentaire de Arte qui est le cholestérol, le grand bluff. Si vous l'avez regardé, en tout cas, c'est là que vous comprendrez parce que le temps est court et vous allez voir comment l'industrie pharmaceutique nous tient vraiment la gorge. Et vous allez voir qu'est-ce qu'est vraiment le cholestérol. Donc, si vous n'avez pas pu voir ça avant d'arriver à cette conférence, je vous invite à aller regarder. Je vous invite à aller regarder après et vous, vraiment, ça sera très édifiant. Et donc, nous avons eu aussi plusieurs publications et j'ai mis ici quelques-unes, cholestérol, mensonge et propagande. Ça, c'est aussi Michel Delorgeril, donc celui dont je viens de vous montrer le livre. Et lui, c'est lui aussi qui écrit l'horrible vérité sur les médicaments anti-cholestérol. Alors, il y en a un, Philippe Evans, lui, il a écrit la vérité sur le cholestérol. Et puis, un grand journal comme L'Observateur a fait un grand dossier intitulé La vérité sur le cholestérol. Et puis, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a vraiment beaucoup de publications actuellement. Et pour ceux qui veulent vraiment continuer à savoir la vérité, à avoir la vérité sur le cholestérol, ils peuvent aller voir sur Internet. Hein, ils trouveront beaucoup de documents aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait normal que lorsqu'on va commencer à parler du cholestérol, j'ai besoin d'une définition. Où est-ce que je peux aller trouver cette définition mieux que sur Vidal, sur Internet? Donc, je trouve cette définition. Le cholestérol est un corps gras fabriqué par notre organisme et qui se trouve également dans l'alimentation. C'est un élément indispensable à la synthèse de nombreuses hormones, mais aussi à la structure de la membrane qui entoure les cellules. Très bien, je ne pouvais pas dire mieux. Mais regardez ce qui va suivre, que j'ai barré, parce que c'est là que commencent les problèmes aussi. L'excès de cholestérol n'est pas une maladie en soi, mais un facteur de risque pour d'autres maladies du cœur et des vaisseaux. Et donc, ils pensent que c'est un facteur de risque pour les maladies du cœur et des vaisseaux. On va continuer. Mais sauf que, en écrivant donc cette définition, ils prennent la précaution. Donc, Vidal prend la précaution de noter ceci. Cet article destiné au grand public est rédigé par un rédacteur scientifique, reflète l'état des connaissances sur le sujet traité à sa date de mise à jour. L'évolution ultérieure des connaissances scientifiques peut le rendre en tout ou partie caduque. Il n'a pas vocation à se substituer aux recommandations et préconisations de votre médecin et de votre pharmacien. Alors, donc, quand ils ont publié cet article, ils étaient conscients qu'il y a des discussions sur le cholestérol. Et donc, comme ils ne pouvaient pas affirmer que le cholestérol
n'est pour rien, est innocent dans les maladies cardiovasculaires, puisque tout le monde se dit, en tout cas dans le monde médical, c'est toujours souvent le cholestérol qui est indexé dès qu'on a un problème cardiovasculaire. Et donc, ils prennent quand même la précaution d'écrire ça pour que lorsque tout le monde découvrira la vérité, eh bien, qu'on sache que qu'on ne leur impute pas tort. Mais sauf que cette définition, juste avant-hier, je suis allé regarder encore, je l'ai trouvée encore là, alors qu'aujourd'hui, on est convaincu que le cholestérol n'est pas un facteur de risque pour d'autres maladies du cœur et des vaisseaux. Alors, quel est le rôle du cholestérol pour que on comprenne vraiment l'enjeu? Quel est le rôle du cholestérol? Le cholestérol est indispensable à la survie de l'espèce humaine. Alors, ici, on va vous donner comme exemple les hormones qui sont produites par les glandes surrénales. Au-dessus de nos reins, nous avons des glandes surrénales. Ces glandes surrénales-là vont produire le cortisol. Et vous savez que le cortisol, on en a vraiment besoin. Et on dit que c'est l'hormone du stress. Donc, cette hormone ne peut être produite qu'avec comme substrat le cholestérol. Mais pas seulement. Vous avez l'adrénaline, la noradrénaline, voilà, tous ces éléments-là qui viennent de la glande surrénale dont on a besoin, vont toujours être, tous ces éléments vont toujours être produits avec comme substrat le cholestérol. Et ici, au niveau des organes génitaux, nous fabriquons des quantités phénoménale d'hormones sexuelles. Les masculines, testostérone, donc voilà, pour les hommes, donc notre testostérone est un dérivé du cholestérol. Et pour les femmes, nous avons l'œstrogène et le progestérone qui vient donc la synthèse du cholestérol. Alors, vous voyez un peu l'importance du cholestérol. Vous et nous ne serions pas là s'il n'y avait pas de cholestérol. Et vous n'auriez pas d'enfant si vous n'avez pas de cholestérol. Donc déjà ça, je vous montre là quelques raisons pour lesquelles il faut qu'on comprenne que le cholestérol est nécessaire pour l'espèce humaine. Le cholestérol sert à fabriquer les acides biliaires. Alors, lorsqu'on mange, nous avons souvent des graisses, surtout les graisses saturées. Alors, pour les consommer, pour les assimiler dans notre corps, il faut qu'on ait des acides biliaires. Et l'acide biliaire est fabriqué par la bile avec comme substrat le cholestérol. Alors, au niveau de la cellule, le cholestérol est un élément essentiel de la membrane. Donc, la membrane des cellules, vous savez, nous avons à peu près 100 millions de cellules qui nous composent. Donc, s'il n'y avait pas de cellules, ben, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Donc, au niveau de la membrane même de la cellule, cette membrane-là est composée de cholestérol. Et à l'intérieur de la cellule, les membranes cytoplasmiques, à l'intérieur de la cellule aussi, sont fabriquées avec comme substrat le cholestérol. Donc, pas de cholestérol, pas de membrane cellulaire, pas de cellules et pas d'organisme vivant. Je me fais comprendre, hein, j'espère. Coenzyme Q10, c'est un élément essentiel pour notre vie. Vous savez, lorsque dans nos cellules, il y a des mitochondries. Les mitochondries, ce sont des petites usines qui fabriquent l'énergie avec laquelle je parle, avec laquelle vous me suivez, l'énergie avec laquelle nous vivons, nous allons courir. Donc, toute cette énergie-là est fabriquée dans les mitochondries. Et donc, si on n'a pas de cholestérol, eh bien, les mitochondries ne vont pas avoir ce substrat qui lui permet de fabriquer l'énergie. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'avec le cas de Henriette, elle avait des douleurs musculaires partout. Mais en fait, c'est parce que le cholestérol qu'elle pouvait avoir, les médicaments qu'elle prenait, c'était des médicaments pour baisser le cholestérol.
les statines sont des médicaments qui servent à baisser le cholestérol. Alors, le cholestérol, il nous vient d'où? C'est le foie qui fabrique la plus grande partie de cholestérol. Et puis, nos besoins sont aussi couverts par la nourriture. Hein. Donc, on arrive à avoir un peu de cholestérol dans la nourriture. Alors, la mitochondrie, vous la voyez peut-être à gauche de votre écran. Donc, c'est ça, cette mitochondrie qui produit l'énergie. Et cette énergie qui est produite là a besoin de coenzyme Q10. Je viens de parler de coenzyme Q10 là. Donc, nous avons besoin de coenzyme Q10 pour fabriquer l'énergie, mais aussi pour transporter l'énergie. Transporter l'énergie partout où il y a besoin, mais transporter de manière propre. On parle aujourd'hui de l'énergie propre parce qu'en fait, lorsque vous avez une voiture, lorsque la voiture produit de l'énergie, vous avez une fumée, vous avez la fumée qui sort. Ou quand vous passez à côté d'une usine, vous voyez toujours la fumée qui sort. Pareil pour nos mitochondries. Quand les mitochondries fabriquent de l'énergie, il y a des radicaux libres qui apparaissent. Et ces radicaux libres-là, c'est un peu comme la fumée de ce travail qui se fait dans la mitochondrie. Et pour éviter que ces radicaux libres puissent nous abîmer, puissent nous gâcher la vie, eh bien, le coenzyme Q10 va assurer proprement le transport de ces électrons. Pas de coenzyme Q10 sans cholestérol. J'espère que vous avez compris. Et le schéma qui est à droite, et justement, vous avez le coenzyme Q10 qui est là, qui est vraiment fabriqué par le cholestérol. Et vous voyez que les problèmes de thyroïdie, vous allez voir que les gens qui sont sous statine, souvent, ils vont développer la maladie de l'hypothyroïdie. En fait, toutes ces hormones de la thyroïde sont fabriquées avec le cholestérol ou le passage de T4 au T3 ne peut pas se faire sans cholestérol. Et puis, comme on l'a vu, hormones sexuelles, et puis plus loin, même la vitamine D, les hormones surannéliennes, on l'a vu, et la vitamine D aussi est synthétisée avec le cholestérol. Voilà. Donc, sans cholestérol, c'est compliqué. Alors, je sais que tous, on a utilisé ce terme bon cholestérol et mauvais cholestérol. Vous allez voir un peu ici que ce n'est pas très compliqué, mais vous allez découvrir aujourd'hui les faussetés qu'on nous fait avaler. Donc, une partie du cholestérol nous vient de l'alimentation. Une autre partie est produite par le foie. Vous voyez bien le foie ici, hein, le rouge que vous voyez là. Donc, une bonne partie, la plus grande partie du cholestérol qu'on utilise est produit dans le foie. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce cholestérol qui est produit ne peut pas aller dans le sang tel quel. Il lui faut des transporteurs. Et donc, il y a des sortes de sacs dans lesquels on va charger le cholestérol. Et ces sacs-là, la membrane de ces sacs-là est constituée par du cholestérol d'une certaine densité. Et à l'intérieur de ces sacs, donc, on met le cholestérol. Et ce cholestérol va être conduit vers les organes. Donc, ce cholestérol va aller vers les organes. Et quel est le sac que ce cholestérol va utiliser pour aller vers les organes, pour entrer dans le sang et aller vers les organes? Alors, ces sacs-là, hein, ces sacs que je vais vous montrer aujourd'hui, en termes scientifiques, on les appelle des lipoprotéines. Et donc, le premier sac qu'il va utiliser s'appelle LDL. Donc, c'est le premier sac que le cholestérol va utiliser pour entrer dans le sang et aller donner ce qui va permettre aux cellules ou aux membranes de fonctionner. Qu'est-ce qui va permettre aux cellules et aux membranes de fonctionner? C'est donc des triglycérides, c'est-à-dire que c'est des graisses, hein, qu'on produit dans notre corps, les triglycérides, les vitamines A, D, E et K. Donc, ce sont des vitamines qui sont liposolubles. C'est des vitamines qu'on ne peut digérer qu'avec de la graisse. Ces vitamines qui sont liposolubles, donc, vont se joindre au cholestérol dans ce sac-là, dans ce transporteur-là LDL, pour aller nourrir donc nos organes et nourrir aussi toutes les cellules. Alors, vous avez compris donc le rôle du LDL. LDL,
Le rôle du LDL, c'est de transporter. Donc, c'est l'hypoprotéine qui transporte le cholestérol et les autres ingrédients dont je vous ai parlé vers les cellules. OK? Vous avez compris? Et deuxièmement, nous avons donc l'autre lipoprotéine, les autres types de lipoprotéines qu'on appelle les HDL. Alors, une fois que la cellule a consommé, donc le cholestérol, toutes ces vitamines qu'on lui a données, il y a des restes. Il va avoir des restes. Et à côté de ça, ben, l'activité de la cellule aussi va produire des déchets, beaucoup de déchets. Et donc, il faut que la cellule se débarrasse, la cellule et les organes vont se débarrasser de ces déchets-là et du reste de cholestérol. Alors, ils vont utiliser quoi pour être transportés, pour repartir vers le foie? Ils vont utiliser quoi? Ben, les lipoprotéines qu'on appelle les HDL. Les HDL. Donc, vous comprenez là que les HDL jouent le rôle d'éboueurs. Les HDL jouent le rôle d'éboueurs. Et donc, le HDL va aller s'arrimer au foie et donner, donc verser tout le cholestérol et tous les déchets qu'il a pris ici et là dans le foie. Le foie fait du nettoyage et va éliminer tout ce qui ne peut plus être recyclé pour repartir dans le corps humain. Donc, il va éliminer tout ce qui peut aller. Alors, j'ai pris l'exemple de 2 véhicules. Donc, le sac ou le véhicule qui va apporter de la nourriture. Donc, vous voyez, le véhicule qui vous apporte la nourriture chez vous, vous avez fait votre commande, et le livreur qui va venir vous donner la viande, les poissons, les fruits et tout, on l'appelle LDL. Et dans notre conscient collectif, on l'appelle mauvais cholestérol, celui qui vient te donner à manger. Vous trouvez ça normal? Et les boueurs, les HDL, donc celui qui transporte la saleté, donc le sac poubelle là, on va l'appeler bon cholestérol. Non. Je pense qu'on est perdu. On nous tourne la tête. Incompréhensible. Donc, vraiment, les termes de bon cholestérol et mauvais cholestérol sont vraiment des aberrations. Ce sont des aberrations. Tout ce que je dis, c'est scientifique. Tout ce que je dis est documenté. Tout ce que je dis est documenté. Je ne puise rien de nulle part. Alors, nous avons vu un peu tout ce qui concerne le cholestérol. Alors, répondez à mes questions, même si vous n'ouvrez pas vos micros. Dites-moi, est-ce que le cholestérol, il est utile ou pas? Avec tout ce que je viens de vous démontrer, le cholestérol, dites-moi, est-ce qu'il est utile ou pas? Eh bien, je pense que oui. Alors, est-ce qu'il y a des maladies causées par le cholestérol? Qu'il soit trop bas ou qu'il soit trop haut. Est-ce qu'il y a des maladies causées par le cholestérol? J'ai envie de dire non. Alors, existe-t-il un bon et mauvais cholestérol? Ridicule. On ne peut même pas se poser cette question-là. Le cholestérol, bouge-t-il les artères? Eh bien, le cas de cette femme qu'on vient de voir, Henriette, ce cas-là montre que ce n'est pas le cholestérol qui bouge les artères. Non, ce n'est pas le cholestérol. Je vous expliquerai en long et en large. Faut-il utiliser les médicaments anti-cholestérol? Alors répondez-moi. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les médicaments anti-cholestérol? Avec tout ce que vous avez vu chez Henriette, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions pour se soigner des maladies cardiovasculaires? Et justement, j'ai envie de dire non, on n'a pas besoin d'utiliser les médicaments anti-cholestérol, les statines et ainsi de suite. Ces statines-là protègent-ils notre santé? Pensez-vous que ces médicaments nous protègent? Eh bien non,
Ça ne fait que rendre malade, vous vous êtes bien rendu compte. Sont-ils toxiques? Eh bien oui, voyez la santé, comment elle se dégrade avec le cas de Henriette. En tout cas, je pense qu'on a fait un grand pas si vous avez compris tout ça. Voilà. Alors, que retenons-nous alors du cholestérol? Le cholestérol est une molécule précieuse et vitale. Il n'existe pas d'effet pathogène de la présence du cholestérol dans l'organisme, même en trop. C'est plutôt quand il est trop bas qu'on observe chez des enfants, qu'on observe chez des enfants des syndromes de déficience en synthèse endogène du cholestérol. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on booste sa production de cholestérol. On ne diminue pas le cholestérol, non, on booste, puisqu'il a une déficience de synthèse de cholestérol lui-même. Hein? Alors, on peut avoir un cholestérol élevé et très élevé et ne pas courir de risque cardiovasculaire. Le vrai facteur de risque génétique, je dis bien génétique, on est avec, le risque, il nous vient de nos parents. Le vrai facteur de risque génétique, c'est la prédisposition à l'hypercoagulation. Donc, il y a des gens parmi nous là, tels qu'on s'écoute là, qui ont une prédisposition à l'hypercoagulation. C'est ça qu'on doit comprendre. Maintenant, c'est dans notre mode de vie que si on sait qu'on a une prédisposition à l'hypercoagulation, c'est dans notre mode de vie qu'il faut tenter d'étouffer ces gènes qui nous prédisposent à l'hypercoagulation. Et ça se passe dans l'hygiène de vie et beaucoup plus dans l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on est là, en fait. Donc, ce sont les caillots qui bouchent les artères, c'est pas le cholestérol. OK? Et ça, j'ai pris ça dans les livres du docteur de Lorgeril. Donc, ne pensez pas que je vous raconte des bobards, hein, mais tout ça est documenté. Docteur de Lorgeril, c'est vraiment un des sommités en cardiologie ici en France. Et c'est mon professeur.